Que s'est-il passé? Il est arrivé quelque chose. Il est arrivé quelque chose à Yavuz. Prépare la voiture. Autre moyen de se débarrasser de toi. Dans ce cas, On va régler ça à la maison. Agis en conséquence. Ne me rends pas complètement fou. Va te faire soigner alors. Attends, pourquoi tu me vises comme ça? Je suis quoi, un imbécile qui a la langue bien pendue? J'ai rien fait de mal. Démolis tout l'appartement pendant que tu y es. Elle apprendra petit à petit, papa. Parce qu'elle a grandi dans la forêt. Ça se voit. Je ne peux rien faire de toute la journée, que de la suivre partout pour ses frères et sœurs. Mais je vous l'avais dit. Pas question de sortir dans la rue avec eux. Quoi que tu fasses, tu le feras à la maison. Je vous en prie, faites comme chez vous. Je vais préparer quelque chose à manger. Vous voulez un café avant? C'est quoi cette malédiction? Je ne comprends pas. ça me dépasse. Cette histoire avec Yavuz sera complètement terminée ce soir. Détendez-vous. Je l'ai soulevé comme ça, avec mes muscles, d'un coup. Et a dit qu'ils étaient à Balat. Ne mens pas, Jevdet. Je ne mens pas. La personne qui respire sous cette cagoule poisseuse n'est pas un banal dommage collatéral perdu dans une guerre de cartels. C'est l'homme qui a élevé Tchemo, le père adoptif que nous pleurons toutes depuis le tragique incendie de la forêt. L'organisation occulte vient de transformer le plus grand héros de cette histoire en son propre bourreau, prouvant de la manière la plus cruelle qui soit que chaque larme versée par la fratrie depuis 20 ans n'était qu'une manipulation clinique et écœurante pour fabriquer le roi de la pègre parfait. Avant de décortiquer cette exécution traumatisante qui vient de redéfinir absolument toute la série et de vous révéler la foudroyante descente aux enfers d'Aziz, indiquez-moi rapidement dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez aujourd'hui. Je passe la plupart de mes nuits à lire l'intégralité de vos messages et à y répondre personnellement, car je suis toujours fascinée de voir à quel point notre petite communauté de passionnés s'étend géographiquement pour analyser ces intrigues psychologiques si complexes. Prenez une toute petite seconde pour me le dire, on reprend immédiatement. Le choc qui frappe Tchemo au moment précis où il arrache cette toile épaisse dépasse très largement les limites de l'entendement humain et redessine l'intégralité des enjeux de cette histoire. Imaginez la violence de la scène. La lumière crue presque chirurgicale des néons du complexe souterrain vient frapper le visage ravagé de l'homme agenouillé sur ce béton glacial. Tchemo reconnaît à l'instant même les traits de Rifat, et cela malgré les ravages évidents du temps, les stigmates des tortures ininterrompues et les creux laissés par une malnutrition sévère. Cet homme qui lui a appris à faire ses premiers pas, qui a sacrifié sa propre existence pour voler l'enfant de son pire ennemi afin de le soustraire à la cruauté du clan Yavuz, n'a jamais péri dans l'incendie de leur ancienne maison. Cette vérité fait froid dans le dos. L'orténisation de l'ombre l'avait capturé cette nuit-là, le conservant en vie dans une cellule aveugle comme une simple monnaie d'échange. Il était le test final, l'assurance vie ultime gardée au frais pendant 2 décennies pour sceller le destin de l'enfant maudit le jour venu. Les micro-expressions qui traversent le visage de Tchemo à cet instant précis sont d'une intensité foudroyante. Ses lèvres tremblent de manière incontrôlée, ses yeux s'emplissent de larmes épaisses qui finissent par se mélanger au sang séché de la blessure béante sur sa tête. L'arme lourde et métallique qu'il tient entre ses mains semble soudainement peser des tonnes, tirant ses bras vers le sol. Il suffoque. Il est littéralement incapable d'articuler le moindre son face à cette figure paternelle qui représente la seule source d'amour véritable qu'il ait jamais connue avant de connaître l'enfer et la violence de la rue. Le haut fonctionnaire élégant, celui qui observe la scène depuis le bord de cette immense pièce circulaire, savoure ce moment avec un sadisme intellectuel d'une perversité que je trouve absolument insoutenable. Il ordonne à Tchemo, d'une voix douce, mielleuse et terriblement posée, de presser la détente. Il exige ce geste pour que le garçon prouve qu'il renie définitivement son passé d'orphelin sentimental et qu'il embrasse enfin son héritage biologique, devenant ainsi le monstre impitoyable que l'État attend de lui. La tension psychologique atteint un niveau de rupture critique lorsque Rifat lève très lentement les yeux vers le garçon qu'il a élevé comme son propre sein. C'est à ce moment précis que la scène prend une dimension presque biblique. Il n'y a absolument aucune peur dans le regard du vieil homme. On n'y lit qu'une tendresse écorchée, une douceur infinie, mêlée à une résignation qui vous déchire le cœur. Rifat sait pertinemment que s'il sort vivant de cette pièce, l'organisation n'hésitera pas une seule fraction de seconde à massacrer Aziz, Zélia, la petite Balim et le reste de la fratrie. La survie des enfants, son unique raison de vivre, dépend entièrement de l'ascension de Tchemo au sommet de l'empire criminel. Et cette ascension exige un sacrifice de sang irrémédiable. À travers ses lèvres gercées, d'une voix si faible qu'elle est à peine audible, Rifat murmure à Tchemo de le faire. Il le supplie du regard de ne pas laisser ses émotions humaines détruire le seul et unique plan qui puisse garantir la sécurité de la fratrie. Tchemo secoue la tête frénétiquement, refusant l'inconcevable. Il refuse de devenir le meurtrier de son propre père adoptif pour satisfaire l'appétit d'un système politique corrompu. Mais la tragédie s'accélère lorsque le canot de l'arme heurte le front de Rifat, qui s'avance lui-même physiquement vers la mort pour forcer la main de son fils. Tchemo comprend dans un éclair de lucidité mortelle que l'innocence est un luxe absolu qu'ils ne peuvent tout simplement plus offrir. Il doit assassiner la seule lumière de sa vie pour éviter que les ténèbres n'engloutissent définitivement ses sœurs. Un cri déchire sa gorge. C'est un hurlement de douleur purement animal qui résonne longuement contre les murs de béton lisse. Dans une fraction de seconde qui semble suspendre le cours du temps, il presse la détente. La détonation est assourdissante. Elle oblitère le silence de la pièce et détruit à tout jamais l'âme du garçon que nous connaissions. Le corps de Rifat s'effondre lourdement sur le sol pendant que l'arme glisse des mains tremblantes de Tchemo, marquant avec une brutalité inouïe la naissance officielle du nouveau roi de la pègre et la mort définitive du grand frère protecteur que nous avons tant aimé. Pendant que Tchemo se noie littéralement dans l'abîme de sa propre culpabilité et de ce traumatisme indescriptible, une transformation tout aussi radicale, terrifiante et inattendue s'opère loin de là, dans le silence posé du fils. L'onde de choc provoquée par l'arrestation brutale de Tchemo a balayé les toutes dernières traces d'Afance et Aziz. Je suis complètement fasciné par l'évolution de ce personnage. Assis sur le plancher ruiné du salon, la jeune fille éponge ses dernières larmes avec le revers de sa manche maculée dessus.
Ses pleurs se tarissent d'un secours de façon parfaitement normale pour laisser place à un regard d'une noirceur et d'une froideur que même l'oncle Jeff Dead ne lui connaissait absolument pas. Elle vient de comprendre une vérité fondamentale du monde dans lequel ils évoluent. Pleurer, se cacher et fuir ne faisait que repousser l'échéance de leur propre exécution. Puisque l'État, les clans rivaux et le monde entier s'acharnent à vouloir les anéantir en usant le sang de Chemo construit et prend une décision radicale. Elle décide de devenir elle-même le poison qui détruira ce système de l'intérieur. Elle se lève, récupère l'arme abandonnée par son frère lors de son enlèvement par les forces spéciales et la glisse dans ses ceintures avec la détermination glaciale d'une tueuse professionnelle. Youssouf, qui observe cette métamorphose hallucinante depuis le couloir, comprend avec effroi que la fille dont il était amoureux vient de franchir un point de non-retour absolu. Aziz s'adresse à lui avec une voix totalement dépourvue d'émotion, une voix métallique. Elle lui ordonne d'utiliser les tout derniers contacts de son père, Hashmet, pour remonter la piste des véhicules blindés qui ont encerclé leur quartier. Elle refuse de s'enfuir. Elle refuse de se cacher et abandonner Chemo aux mains de ces magnétiens institutionnels, quitte à devoir brûler avec des son entière pour éclairer son propre chemin. La dynamique de pouvoir s'inverse alors totalement au sein du groupe, et c'est un moment narratif d'une puissance inouïe. L'oncle Jeff Dead, qui représentait jusqu'ici l'autorité patriarcale, la sagesse de la rue et le pragmatisme militaire, s'efface purement et simplement devant la volonté de faire d'Aziz. Le vieux routier de la pègre reconnaît dans les yeux de la jeune fille la même lueur de folie destructrice qui animait les pires seigneurs de guerre qu'il a eu le malheur de croiser dans sa lointaine jeunesse. Sans prononcer un mot de contestation, il accepte tacitement de devenir le général de cette nouvelle armée de l'ombre. Il jure de mettre toute son expérience des interrogatoires musclés et de la guérilla urbaine au service exclusif de la quête suicidaire de la jeune fille. Zélia, de son côté, est toujours hantée par la sensation du sang sur ses mains après le meurtre qu'elle a commis sur les quais. Elle serre les plus petits contre elle dans le renfoncement protégé de la cuisine. Elle observe sa sœur aînée devenir une chef de cartel improvisée et comprend avec une maturité douloureuse que leur famille vient de basculer dans la criminalité absolue, non pas par avidité, mais par un pur instinct de survie. La toute première action d'Aziz pour asseoir sa nouvelle identité est d'une brutalité qui tranche violemment avec tout ce que nous savions de sa personnalité protectrice. Accompagnée de Youssouf, elle tend une embuscade millimétrée à un informateur corrompu, un homme directement lié aux services de renseignement locaux. Dans l'obscurité d'une ruelle sordide de la périphérie, éclairée par des néons mourants, elle n'épose pas de questions polies. Sans l'ombre d'une hésitation, elle braque le canon de son arme directement sur le genou de l'homme, exigeant de connaître la localisation exacte des complexes souterrains de l'organisation. En tant que spectatrice, je suis restée bouche bée face à cette scène. Il est à la fois fascinant et profondément terrifiant de voir à quelle vitesse le désespoir absolu peut forger un véritable monstre sans froid. Très loin de ces rues ensanglantées et de ces règlements de compte de ruelles, le centre pénitentiaire de haute sécurité devient le théâtre clos d'une autre implosion psychologique majeure, celle de Yavuz. Enfermé dans sa cellule humide, l'ancien parrain reçoit les informations du monde extérieur par le biais d'un réseau bien huilé de gardiens corrompus. La nouvelle de la mort du fameux fantôme avait, dans un premier temps, réveillé en lui l'espoir totalement fou de reconquérir son trône et de rétablir son empire. Mais une visite occulte vient écraser ses dernières ambitions avec la lourdeur d'une enclume. Le même haut fonctionnaire élégant, celui-là même qui supervise la torture mentale et l'indignation macabre de Chemo, vient rendre visite à Yavuz dans l'ombre glaciale des murs de la prison. L'échange verbal entre les deux hommes est un chef-d'œuvre absolu de perversité psychologique. Le bureaucrate, dans les chaussures vernies jure avec la crasse du sol, annonce à Yavuz avec un sourire carigué de mépris que son temps de règne est définitivement et irrémédiablement achevé. Il lui explique avec la patience d'un professeur s'adressant à un élève médiocre que ces trafics minables et ces guerres de clans n'ont été tolérés par l'État que pour une seule raison. Il servait de parfait écran de fumée pour dissimuler des opérations de blanchiment d'argent à une échelle nationale et internationale bien plus vaste. Yavuz, l'homme qui se prenait pour un dieu intouchable, réalise soudainement qu'il n'a jamais été le prédateur ultime. Il n'était qu'un simple parasite, un pion utile, autorisé à survivre par un système tentaculaire infiniment plus puissant que lui. L'estocave finale de cette conversation est portée lorsque le fonctionnaire lui révèle avec une cruauté délicieuse qu'ils ont enfin récupéré son fils biologique. Il lui annonce en le fixant droit dans les yeux que Chemo, le sang de son sang, l'héritier tant convoité, est actuellement en train d'être formaté et brisé pour le remplacer. L'organisation prévoit d'en faire une marionnette docile, occupant un rôle beaucoup plus efficace et moins tapageur que son père. Yavuz s'effondre lourdement contre les barreaux rouillés de sa cellule. Son visage se déforme sous l'effet d'une rage indescriptible et d'une impuissance totale. L'ironie de la situation est écrasante. Cet homme, qui a détruit d'innombrables vies et orchestré des drames épouvantables pour assurer la continuité de sa lignée, se voit déchu, dépouillé de son empire et volé de sa descendance par les mêmes forces obscures qui le maintenaient artificiellement au pouvoir. Cette humiliation suprême déclenche en Yavuz une folie meurtrière incontrôlable. Le poussant à échafauder dans l'urgence un plan d'évasion totalement suicidaire en s'appuyant sur la loyauté aveugle des tout derniers prisonniers qui lui sont encore dévoués. Pendant que Yavuz fomente sa mutinerie carcérale, la décadence bourgeoise d'Ashmet atteint son stade terminal de la manière la plus pathétique qui soit. Son immense manoir, qui était autrefois le symbole écrasant de son arrogance et sa domination domestique impitoyable, n'est plus aujourd'hui qu'un vaste tombeau vide où ne résonnent que ses propres gémissements de terreur. La paranoïa l'a complètement dévoré de l'intérieur. Il sait pertinemment que l'organisation nettoie actuellement les dernières scories, les derniers déchets de l'ancien système criminel, et que sa propre tête est mise à prix.
Totalement ivre, pitoyable, sentant la sueur froide de la peur, il s'enferme dans son immense salon. Toutes les lumières sont éteintes. Le doigt crispé à en blanchir sur la détente de son arme de poing, il pointe le canon vers les ombres qui dansent sur ses murs luxueux. La scène est d'une déchéance absolue, un naufrage psychologique qui démontre que la tyrannie physique et verbale qu'il exerçait sur sa femme Nella et son fils Youssouf ne masquait en réalité qu'une lâcheté abyssale. Lorsque les majestueuses portes vitrées de son salon volent subitement en éclats sous la pluie de balles tirées par les nettoyeurs silencieux de l'organisation, Ashmet n'a même pas la présence d'esprit ou le courage de riposter. Son élimination est rapide, silencieuse, presque punique. Elle passe quasiment inaperçue dans le chaos ambiant de la ville, mais elle a une conséquence narrative immense. Elle libère définitivement Youssouf du poids écrasant de cet héritage paternel toxique. À des kilomètres de cette scène d'exécution, dans l'atmosphère confinée d'une chambre de motel crasseux éclairée par des néons clignotants, Nella et Mélis apprennent la disparition brutale d'Ashmet à travers un flash d'informations laconiques à la télévision. Mélis, assise sur le bord d'un lit défoncé dont les ressorts grincent, ressent un vertigineux mélange de soulagement et d'angoisse. Sa conscience politique et morale s'est brutalement éveillée au contact des orphelins. Plutôt que de se cacher ou de fuir l'étranger, elle décide de prendre un risque absolument insain. Elle conserve précieusement son téléphone crypté pour continuer à informer Youssouf des mouvements de fonds et des secrets bancaires de son défunt père. Sans que personne ne s'en rende compte, la jeune fille bourgeoise devient une taupe inestimable, une informatrice vitale pour la rébellion naissante d'Aziz. Le retour de la narration dans les sous-sols froids et aseptisés de l'organisation nous confronte à la conclusion la plus dévastatrice, la plus douloureuse qui soit, pour l'âme de Tchémo. La fumée épaisse du coup de feu fatal s'est dissipée. Le corps sans vie de Rifat, cet ange brisé qu'il aimait comme son propre fils, a été débarrassé en quelques secondes par des agents d'entretien silencieux, traités comme un banal déchet encombrant. Tchémo est resté prostré sur le sol de béton, le regard vide, l'esprit fracturé en 1000 morceaux, les mains entièrement recouvertes du sang de l'homme qui lui a tout appris. Le haut fonctionnaire, toujours aussi impeccable, s'approche de lui avec une lenteur calculée. Il le relève avec une douceur profondément hypocrite, dépoussiérant ses épaules, et lui souhaite d'un ton mondain la bienvenue dans sa toute nouvelle vie. On amène le jeune homme, complètement amorphe, dans une salle adjacente extrêmement lumineuse. Des assistants le nettoient, pansent la blessure béante sur sa tête avec soin, et le revêtent d'un costume sombre, une pièce taillée sur mesure d'un luxe inouï. La transformation physique qui s'opère sous nos yeux est tout bonnement stupéfiante. Le garçon des rues, écorché vif, bagarreur, vêtu de haillons troués et porteur de l'espoir de sa fratrie, a disparu à tout jamais. À sa place se tient désormais un jeune prince de la pègre, propre, élégant, au regard de glace impénétrable. Le moment crucial survient lorsqu'il croise son propre reflet dans l'immense miroir qui tapisse le long couloir du complexe. Tchémo ne voit plus le frère protecteur d'Aziz. Le visage qui le fixe dans la glace est le portrait craché, le fantôme ressuscité de Yavuz. L'effet miroir est terrifiant. Il comprend l'ampleur de ce qu'il vient de faire. Il a sacrifié son âme, commis le pire parricide imaginable, tout cela pour ériger un mur de protection invisible, mais indestructible, autour de sa fratrie. Il a délibérément choisi de devenir le monstre sanguinaire qu'ils vont inévitablement haïr pour garantir leur survie financière et physique. Les officiels de l'organisation, très satisfaits de cette soumission apparente, lui remettent une valise contenant les clés cryptiques des immenses comptes bancaires de son père biologique, ainsi que les codes GPS des routes de contrebande internationales. Ils s'attendent à ce qu'ils deviennent leur marionnette parfaite, un rouage silencieux de leur machine à broyer. Ce qu'ils ignorent totalement, c'est que derrière ce masque de marbre et cette soumission de façade, Tchémo vient de formuler un serment intérieur d'une noirceur absolue, un plan de destruction massive. Il utilisera toutes les ressources inépuisables de cet empire criminel pour dépecer l'organisation de l'intérieur, atome par atome, jusqu'à ce que le tout dernier de ces bureaucrates en costume s'étouffe lentement dans son propre sein. Le cliffhanger final de cette interminable descente aux enfers se déroule à la sortie même du complexe souterrain. La lourde porte métallique s'ouvre et Tchémo émerge à l'air libre, accueilli par la fraîcheur piquante de la nuit d'Istanbul. Il est désormais étroitement escorté par une véritable armée personnelle de gardes de corps lourdement armés. Il s'installe à l'arrière d'un imposant SUV noir aux vitres entièrement teintées. Son visage est une forteresse impénétrable. Le chauffeur, silencieux, lui tend un téléphone sécurisé de dernière génération, lui expliquant que c'est la seule et unique ligne autorisée et surveillée pour l'exercice de ses nouvelles fonctions de chef de cartel. Mais la tragédie frappe là où on l'attend le moins. Avant même que le lourd moteur du véhicule ne vrombisse, l'écran du téléphone s'illumine. Un appel entrant s'affiche, provenant d'un numéro totalement intraçable. Tchémo, le front plissé, décroche lentement et porte l'appareil à son oreille. La respiration hachée qui résonne à l'autre bout de la ligne fait instantanément cesser les battements de son cœur. Il reconnaîtrait ce souffle entre mille. C'est la voix d'Aziz. Elle ne pleure pas. Sa voix ne tremble d'aucune émotion humaine. D'un ton d'une froideur métallique, une voix qui appartient désormais à la chef de gang qu'elle est devenue. Elle lui annonce une nouvelle qui fige le sang de Tchémo. Elle lui dit qu'elle a terminé la lecture des dernières pages du dossier bleu, celui qu'ils avaient laissé derrière eux dans la fuite précipitée du refuge. Elle sait désormais de source sûre que Rifat n'est pas mort dans l'incendie, qu'il était en vie,
et qu'il était tenu captif par cette fameuse organisation. Le drame absolu, le nœud tragique de cette histoire, c'est qu'elle ignore totalement que Chemo a été contraint de l'exécuter de ses propres mains quelques minutes plus tôt. Pensant que Rifat est toujours prisonnier, et croyant que Chemo l'a volontairement abandonné pour s'emparer de l'empire de Yavuz, elle lui lance un ultimatum d'une cruauté inouïe. Elle lui déclare avec une fermeté qui vous glace les os que s'il cède à son héritage biologique, s'il s'assoit sur le trône de son père, et s'il trahit la mémoire de Rifat en pactisant avec ses ravisseurs, elle consacrera chaque seconde du reste de son existence à le traquer. Elle lui promet de détruire son empire et de l'abattre de ses propres mains, le considérant désormais comme son pire ennemi. L'écran bascule dans le noir absolu sur le visage pétrifié et complètement dévasté de Chemo. Il réalise avec une horreur insoutenable que le sacrifice ultime qu'il vient d'accomplir, le meurtre de son père adoptif pour sauver sa sœur, vient paradoxalement de déclencher une guerre fratricide, une guerre d'une violence inouïe, basée sur un malentendu tragique, qui les opposera l'un à l'autre sans aucune pitié, jusqu'à la mort de l'un des deux. Si vous voulez comprendre comment Chemo va gérer ce pouvoir empoisonné de l'intérieur, et survivre à la chasse à l'homme que sa propre sœur vient de lancer contre lui, c'est le moment ou jamais de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire avec votre théorie la plus sombre. Qui gagnera cette guerre fratricide selon vous? Je vous attends dans l'espace commentaire. On se retrouve très vite pour décrypter la suite de ce drame psychologique fascinant.